Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à aimer la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Ah oui, avant de commencer, on voulait sur des highlights. Michael Bad Boy Dubois. Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. On se retrouve avec Michael Dubois et on vous laisse sur sa présentation. Alors, merci de me recevoir. Moi, c'est Michael Dubois, 32 ans, combattant professionnel depuis 12 ans maintenant. Et j'ai combattu partout dans le monde. Les organisations les plus prestigieuses où j'ai été, c'est le KSW et le Bellator. Et on vise encore plus haut maintenant. Comment ça va, Mika? Ça va, Ouais. ça va, tout va bien. Je suis très content, enfin, après 2, 3 mois on change de date, on repousse, il y a des problèmes. Je suis enfin content qu'on puisse faire cette interview De même. et qu'on puisse discuter un petit peu de ton parcours. Mhm. Liri va commencer avec la première question qui est la même pour tous les invités. Le sport est une passion qui commence très tôt. Ouais. Raconte-nous ton premier souvenir. Mon premier souvenir, j'étais tout petit, je devais avoir 4 ans, et c'était à Saint-Julien-en-Genevois, côté français, à la frontière ici. Et je regardais mon frère qui faisait du judo. Et en voyant ça, ça m'a donné envie. Mes parents m'ont inscrit et j'ai commencé donc dans les arts martiaux avec le judo. Du coup, c'est quoi? C'est ton papa qui a inscrit ton frère au judo? Ouais, mais mes parents étaient dans le sport. Mon père était dans la boxe anglaise, judo. Ma mère aussi, elle a fait du jiu-jitsu traditionnel. Et du coup, ils nous ont mis là-dedans. Ok. Ouais. T'es né à Annemasse, Je suis né à c'est Annemasse, ça? exactement. Ok. Du coup, t'as toujours eu un rapport avec la Suisse pendant ton enfance et tout ça, ou genre, tu découvres la Suisse un petit peu plus tard? Bah, en fait, nous, on a un arrière-grand-père qui était suisse, qui était de Mérin. Et ils ont gardé les papiers, donc on est double national ici. Ok. Et on a toujours, ouais, donc été à la frontière, mais on a toujours traversé et travaillé en Suisse. Mes parents ont travaillé toute leur vie ici. Et, donc c'est aussi chez nous, quoi. Ouais, ouais. Chez Vous nous. avez grandi On a ici, grandi, mais... voilà. Ok. Si je te dis École Maurice Thiesch, est-ce que ça te parle? Ah ouais, ça me parle, ça me parle. Maurice Siège, c'est le dernier établissement où j'ai été avant de me faire renvoyer. En fait, je me suis fait renvoyer du public. Et, À quel âge tu t'es fait renvoyer? j'étais en troisième. Ok. En fait, ils l'ont fait gentiment. C'est-à-dire que ils m'ont dit, bon, tu redoubles ta troisième, donc la dernière année de collège, mais dans un autre établissement. On veut plus de toi. Du coup, mes parents, ils avaient plus le choix parce que bah, j'étais pas accepté ni à côté. Il y avait un autre collège à côté. Ils m'ont mis en privé à Maurice-Thiesch dans une école adventiste, donc privée. Et bah, pareil, j'ai fait 2 ans. Je me suis fait envoyer aussi. Et ça m'a marqué surtout parce que c'est là où j'ai rencontré mon meilleur ami, Ok. Tolzan. Et depuis, on est inséparables. Ok. Ouais.
C'est quoi qui a fait que tu t'es fait renvoyer de ces écoles? Comportement. Après, moi, j'ai toujours été à la moyenne en termes de notes, de même avant. Mais au bout d'un moment, le comportement a fait Ça a pris le dessus. que ça a pris le dessus. Et puis, c'est pas que j'aimais pas l'école, c'est qu'ils m'aimaient pas. C'est souvent la phrase qu'on dit. Mais c'était quoi? T'étais bagarreur? Alors, bagarreur vers la fin un petit peu. Après, moi, j'ai été pas mal emmerdé quand même. J'étais toujours le plus petit, plus rouquin, toujours avec les filles. Donc, les gars, les plus grands et tout, euh, voilà, ils étaient un peu sur mes côtes. Mais ah ouais, plus tard, en grandissant, ouais, c'était aussi un peu la violence, les conneries, c'est le comportement. En fait, ce qui a fait que on s'est repéré avec mon meilleur pote quand je suis arrivé, c'est que lui, c'était aussi le. En fait, c'était le cancre de la classe, mais moi, j'étais encore plus cancre que lui. Tu le battais. Et en fait, quand je suis rentré, les premières phrases que j'ai sorties et que lui, il a sorti, j'ai dit, ah, toi, tu vas être mon meilleur pote. Et on s'est pas lâché depuis. Et puis, ça fait presque 20 ans que je le connais maintenant. Magnifique. Tu veux qu'on lui montre les deux premières? Ouais. On a des petites. On en a pas beaucoup. On en a Aïe, quelques-unes. aïe, aïe. On a quelques petites surprises pour toi. On parlait de ton enfance. On a cette Oh. photo-là pour toi. Waouh, mais comment t'as eu ça? Dévoile pas les sources. Ça, c'est mon frère, c'est sûr. C'est sûr que vous avez donné ça. Apparemment, vous avez une maman qui a fait des jolis catalogues photos de vous. Ah ouais. Et lui, il en a pas mal à la maison, Ah ouais. apparemment. Bah, il a des dossiers que j'ai pas là. Ça va lui demander des comptes, ouais, tu peux. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, vous avez des sacrés dossiers, ça. Faut pas montrer à la caméra. Ça sera incorporé carrément. Ah, c'est cool. C'est cool, ouais. Je pense que ça te ravive des souvenirs. C'est de sûr, ton moi, tu sais, enfance. je sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais entre frères et sœurs, c'est toujours la guerre surtout en fonction de l'écart qu'on a. Moi, on a 3 ans et demi d'écart. Donc, ça a été toujours la guerre avec mon frère jusqu'au jour où j'ai quitté le foyer quand j'avais 16 ans. Bah, justement, après m'être fait renvoyer de Maurice-Thiège, mes parents, ils m'ont donné le choix soit de prendre une voie professionnelle, apprendre un métier, soit d'apprendre une langue. Et du coup, je suis parti en Angleterre. Et c'est là où ma vie de voyageur a commencé, en fait. Parce que j'ai voyagé de mes 16 à mes 26 ans tout seul dans le monde entier. Et c'est pour revenir à mon frère, c'est là où on a commencé à vraiment se manquer et à devenir proches. Et mon frère, ouais, on se voit toutes les semaines, surtout que maintenant on a des enfants aussi, donc on fait aussi en sorte de se voir un maximum. Ouais, que la famille grandisse ensemble. Et tout. Exactement. C'est On est important. assez proches, lui et moi. C'est bizarre parce que souvent, quand tu es avec ton frère ou ta soeur, moi je sais que j'ai eu la même chose avec ma soeur, mais quand tu es proche, que tu le vois tous les jours et tout, tu es souvent assez distant. Mhm. Et c'est quand tu pars à l'étranger que tu reconnais vraiment que ce soit tes parents, ta famille, ta soeur, ton frère. Et Ah, c'est c'est bizarre que sûr. tu dis ça parce que pourtant vous n'avez pas beaucoup d'écart, tu vois. Mm. Vous auriez pu être archi proches dès le début. Vous faites le judo ensemble. Je crois qu'il se met dans la boxe même en plus. Bon, en fait, non, lui, Ça. il m'a mis dans la lutte à livrer. Un jour, il part avec un sac de sport et j'avais 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans. Et puis, je dis, tu vas où et tout. Il me dit, ah, je vais à un nouveau sport, là, lutte à livrer. Et puis, c'est nous, on connaît pas. Même encore maintenant, ils connaissent pas. Ouais, On dit grappling ou jujitsu, tu vois. Et puis, je suis allé. Et en fait, c'est ce jour-là où en fait, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du MMA. Parce que le coach était un prof de lutte à livrer, mais combattant professionnel de MMA, Junior Barata, qui m'a en fait donné envie de faire ça. Moi, j'ai vu le profil, j'ai vu la carrure, j'ai vu l'assurance. J'ai dit, moi, je veux être comme ça. Et j'ai pris cette voie. On a commencé l'entraînement. On a commencé l'année. On était peut-être une quinzaine, 15, 20. J'ai fini l'année. Des fois, j'étais tout seul avec le coach. Tout le monde a abandonné. Tu vois. tellement c'était dur. Ah, il était dur. Bah, même toujours maintenant. Mais c'est un gars pour moi, qui est fait pour entraîner des professionnels et des gens qui ont envie
dans le dur. De se faire violence tous les jours. Exactement, exactement. À quel âge et en quelle année tu commences le MMA? À quel âge? Bah, on va dire, ouais, la lutte à livrer, c'était pas du MMA. Donc, on va dire, là, quand j'ai commencé, j'avais 17 ans, 17, 18 ans. C'est quand je suis revenu d'Angleterre. En Angleterre, je faisais de la boxe thaï tous les jours, muscu. Et en fait, mais mon objectif, c'était le MMA. Et quand je suis revenu, je me suis inscrit ici dans un club qui m'a conseillé d'ailleurs, mon coach junior. Et j'ai commencé à combattre en amateur au Shuto, en Suisse alémanique. Et j'avais 17, 18 ans. Ouais. Ok. Voilà. Du coup, tu t'es directement tourné vers la Suisse pour le MMA. Parce qu'en France, c'était pas légalisé, Exact. je pense. Mais en aucun cas, tu as eu une envie, tu sais, de faire un retour, genre en mode d'aller à Lyon, tu vois, de repartir à Paris dans un club un petit peu plus. Tu veux dire à quelle période? Bah, surtout au début, genre, il y avait les Cyril Diabaté et tout ça, tu vois, qui faisaient parler d'eux. Et de te dire, vas-y, même si c'est pas légal en France, je vais quand même aller côtoyer ce genre de mecs là-bas pour pouvoir peut-être partir à l'étranger rapidement derrière. Où tu t'es dit, je reste en Suisse, c'est plus simple pour moi. Alors, je suis resté en Suisse pour faire un peu ma carrière amateur, mais en vrai, dans ma tête, moi, je voulais partir. Donc, je travaillais ici pour partir à l'étranger. C'est là où je suis parti après en Thaïlande et que j'ai commencé un peu mon tour du monde. Mais moi, j'étais un peu un électron libre. J'avais envie de voyager. J'avais soif de voyage, de découvrir, d'aller dans des grands clubs. Et en fait, j'avais fait une rencontre ici et puis on m'avait parlé de Tiger Muay Thai à l'époque. Et en fait, je suis parti pour ça. Et après, je vous raconterai un peu la suite. Déjà, quand tu pars à Cambridge, tu as 16, 17, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc tes parents, ils sont OK Bah, en fait, avec l'idée de te laisser partir à Cambridge à ouais, 16 mais en ans. fait, c'était le choix qu'ils m'avaient donné. C'était soit ça, soit je reste ici, j'apprends un métier. Ouais. J'ai failli faire menuisier, moi. Ah ouais? J'ai fait les tests pour passer au SEPTA, là, j'ai réussi. J'ai fait m'engager dans l'armée de terre en France. Je voulais faire soit parachutiste, soit chasseur alpin. J'étais un peu, je me cherchais. Ouais, bien sûr. Mais en fait, le sport, ça a toujours été mon truc. Bon, dans l'armée, j'aurais été aussi dans des groupes d'élite parce que je sais que, voilà, dans le sport, dans le physique, j'ai des facilités. Et puis, j'aime bien aller vraiment toujours à l'extrême dans tout ce que je fais. Mais j'ai pris la décision de continuer dans le MMA. Et voilà, je sais même plus où est-ce qu'on en était. On était sur Cambridge. Mais Cambridge. moi, je vais bien lui montrer Un peu, ouais. Oh là là. En parlant de Cambridge. En parlant de Cambridge. Alors, une petite anecdote pour mon frérot. Alors, bon, j'en ai un tas, déjà, mais celle à laquelle je pense, c'est le jour où je l'ai rejoint à Cambridge, et qui m'avait rasé le crâne au rasoir jetable à 2 balles, là. Mon crâne, il pissait le sang, il est sorti par un verre comme ça, en pleine ville. On était là sur nos vélos. Et puis, il y a deux, trois gars qui nous ont pris un peu pour des skinheads vu le style qu'on avait. Et puis voilà, je laisse, ils nous ont insulté, ils ont dit fucking skinhead ou un truc comme ça. Puis je laisse Michael raconter la suite si jamais. Alors, une petite anecdote pour mon frère. Ouais, c'était une période. Bah, comme je vous ai dit, moi, j'ai été pas mal emmerdé quand j'étais plus petit. Et puis en grandissant, bah, en fait, à Cambridge, quand je suis parti en Angleterre, j'ai pris 20 centimètres et 20 kilos. Et je faisais de la boxe avec tous les jours, de la muscu. Et j'ai vraiment, je me suis, voilà, Transformé. transformé. Et puis, en fait, il y a eu cette période où bah, je voulais plus me faire emmerder, mais c'était
moi, j'attendais qu'une chose, c'est que ça parte. Tu voulais prouver. Exactement, exactement. C'était une période, c'était pas une bonne période maintenant que j'y repense, c'est sûr, mais il fallait que je passe par là. Et c'est vrai, ouais, on se fait accoster dans la rue par des gars, là, et puis c'est parti en sucette. Lui aussi, il était chaud à cette époque-là. Puis l'effet de groupe, même si on était que deux, l'effet de groupe et tout. Et puis ouais, c'est parti en sucette. C'est parti en sucette. Et, euh, et ouais, c'était une période qui a pas duré super longtemps, mais qui était aussi nécessaire pour me faire aussi comprendre que bah il y a toujours plus fort que toi. C'est-à-dire que pendant longtemps, bah, j'étais le plus petit, puis après quand j'étais plus grand, bah je pouvais moi aussi retourner le truc, mais au final, tu fais la même chose qu'on t'a fait. Ouais. Et la meilleure période, c'est celle qui a suivi, qui est encore actuelle, c'est la période de bah, j'ai plus rien à prouver. J'ai plus rien à prouver, j'ai pas à aller chercher l'embrouille avec qui que ce soit. Par contre, je déteste l'injustice du coup maintenant. Ouais. Alors que je vais voir un plus grand taper un plus petit ou taper une femme ou quelque chose. Là, je vais m'interposer. Et puis là, par contre, là, ça va être moche. Tu vois. Et, donc voilà un peu les périodes que j'ai eues un peu dans ma vie qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Maintenant. Ouais, Tolsan, il me disait, euh, vous aviez un groupe de potes souvent, et puis il y avait toujours un ou deux, quand il y avait Mika, ils allaient plus chercher la merde en boîte parce qu'ils C'est savaient qu'il y ça, avait Mika derrière, exact, ouais. et que quand ça partait en cacahuète, on faisait appel à toi, tu vois. Exact, Et, exact. C'est vrai, ça arrivait plusieurs fois. Bah, et bah, déjà, je te dis, l'effet de groupe, et puis le fait que bah, on sait qu'il y a Mika derrière et qui peut gérer. Et ça m'a valu pas mal de bagarres. Bah, même des fois, lui, il en parle pas, mais une fois, il y a une soirée au Macumba, je sais pas si vous connaissez, où il a eu l'alcool mauvais. Et, euh, et heureusement que j'étais là aussi, parce que sinon, ça aurait été sale, quoi. Et après, j'ai été videur. Ok. Donc, En Suisse, non? en Suisse. Et ça m'a vraiment dégoûté du monde de la nuit. Puis moi, je sors plus de toute façon. C'est vraiment plus mon truc. Tous les combattants, ils ont fait videur. Ah ouais. C'est le chemin classique. C'est le du truc combattant. qui nous permet aussi de nous entraîner. Donc on bosse en général euh, à partir du jeudi ou du vendredi soir. Et puis on peut s'entraîner toute la semaine. Puis on bosse le week-end. Mais ouais, on passe tous par là, quoi. On passe tous par là. Tu pars en Thaïlande en 2014. Ouais. T'en as déjà parlé, mais il faut que tu nous parles du premier combat. Premier combat, c'était une dinguerie. Bah, ça faisait un mois que j'étais là-bas. Moi, tout ce que je voulais, c'était combattre. J'étais parti avec très peu d'économies. Et on me propose la veille de l'événement, que c'était le premier événement organisé en Thaïlande autorisé, parce qu'à l'époque, c'était encore illégal. Et c'est Roger Huerta et Brian Ebersol qui me disent à l'entraînement, tu veux combattre demain pour $1000? J'étais en plus, j'ai pas mal dépensé en plus ce premier mois. Je dis, bah ouais, c'est clair, je combats. Je n'avais pas demandé qui, quoi, à quel poids. Pas d'infos. Je dis, ouais, vas-y. Et le gars avait déjà plus de 10 combats pro. Il était plus lourd que moi, plus grand. C'était un catchweight à 82 kilos. Je crois qu'à la pesée, je faisais 80 kilos. Et ouais, je sais plus, un truc comme ça. J'ai dû perdre quand même 5 kilos d'eau avant la pesée. Le gars était plus lourd à la pesée. Tu prends le combat? Ben, bien sûr, je prends le combat. Les Pas de règles du retour en Pride, arrière. pas de retour en arrière. Et non, j'étais là pour ça, de toute façon. Ah, les règles du Pride, pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas connu cette époque, c'est t'es au sol, coup de pied dans la tête, coup de genou. C'est ça. C'était vraiment à la limite de la bagarre de rue Exact. où on te piétine à pieds joints sur le crâne pour te mettre KO. L'autre, on va dire, qui se rapprochait de ça, c'était le Vale-Tudo. Ouais. L'autre sport qui se rapprochait de ça avec les coups de tête. C'est ce qu'il y avait en plus, quoi. C'est tout. Mais c'était mes premiers combats, je les ai faits avec les règles du Pride.
Et moi, j'ai perdu ce combat malheureusement, mais j'ai fait une grosse performance. J'ai failli le mettre KO sur 2 penalty kicks, justement. Et ma performance a fait parler d'elle plus que la victoire de mon adversaire. Surtout que j'avais pas de combat, c'était mon premier combat pro. Inconnu. Inconnu, le gars il vient, il me le monte en l'air, prise de judo, machin, truc. Mais moi je me suis quand même fait arrêter après 7 coups de genou derrière la tête. Et, euh, et après j'ai été sponsorisé par Tiger Muay Thai, et puis je suis resté en Thaïlande 3 ans, 3 ans et demi. Rappelle-nous, t'avais quel âge à ce moment-là? Du coup, c'était J'avais 2000, 20 ans. 20 ans. Hein. Ouais. T'imagines, tu pars en Thaïlande à À 20 ans, 20 ans. tout seul. Il Mm. n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que ça fait peur, mais si tu le fais pas, tu restes ici, bah, tu vas avoir le même parcours que tout le monde. Du coup, tu regrettes pas ce choix-là, quoi. Ouais, C'est je ça qui regarde est- pas, non, non, ça a changé ma vie, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que. Parce que du coup, tu vis pendant 3 ans et demi en Thaïlande, mais tu Mhm. pars combattre en Chine, Kazakhstan, Malaisie. Est-ce que tu fais plusieurs. Tu fais des 1 ou 2 mois en Chine ou genre tu vas une semaine avant, tu combats et tu reviens en Thaïlande à chaque fois? Ouais, non, non, je revenais tout le temps en Thaïlande. Ok. Le plus longtemps que j'ai fait là-bas sur place, c'était 2 semaines, je crois. Ok. J'avais enchaîné 2 combats en 2 semaines. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas de réflexion avant. Non, franchement, je prenais tout, que ce soit pour l'argent, pour combattre. C'est ce qui m'a valu aussi bah, le palmarès que j'ai aujourd'hui, parce que maintenant, tu vois, les combattants qui choisissent leur combat, Pour être à qui zéro. font exactement pour avoir le moins de défaites possible. Donc, c'est clair qu'avec le recul, peut-être que j'aurais dû faire ça. Je me le dis souvent, mais au final, je serais pas la personne que je suis. On est des guerriers, on prend les combats. Ouais. C'était comme ça à l'époque. Est-ce que. Qu'est-ce que ça t'a apporté de toucher à différentes cultures, tu vois? T'as vu l'Asie, mais je sais qu'au Tiger Muay Thai, il y a souvent plein de, plein de nationalités Mhm. différentes, tu vois, vous vivez tous ensemble dans le camp, etc. Comment tu as pu tirer les richesses de chaque culture que tu as pu côtoyer, tout ça en tant qu'homme, tu vois, pour te bonifier peut-être aussi. Ouais, ça c'est certain. En Mm. fait, pour moi, j'ai grandi plus vite, j'ai mûri plus vite parce que j'ai voyagé, parce que j'étais seul et que j'étais livré à moi-même en fait. Et j'ai vu plein de nationalités différentes, de plein de combattants différents, des profils différents. J'ai vécu des trucs de fou, hein. Franchement, je suis parti dans des extrêmes aussi. J'étais seul, donc pour moi, j'ai grandi plus vite que les gens de mon âge. Parce que j'ai fait aussi des choses que personne fait à mon âge, quoi. Un peu de gens, en tout cas. Ouais. Oui, tu as connu toutes les dérives en peu de temps. Ouais. Et puis, moi, moi, je pense beaucoup, quand je t'écoute, je pense beaucoup à moi, tu vois. Tu fais tout en condensé, et après, allez, Mm. loin, et puis on avance rapidement, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'au Tiger Muay Thai, il y a des grosses têtes d'affiche avec qui tu as pu t'entraîner? Ouais, ouais, c'est clair. Bah, un des plus connus actuels, c'est Alex Volkanovski. Moi, à l'époque, je le dis souvent, je l'ai connu avec les oreilles toutes neuves, hein. Il était tout frais Il encore. était tout frais, mais il était chaud déjà. Tu Ok. voyais que, tu sais, il avait une force il avait une grosse force, tu vois, parce que bah, il a commencé, il était à 96 kilos. Ouais, il a fait même un combat en pro jour, je crois. Ah ouais? Je crois en Australie à En l'époque, Australie, tu vois. peut-être à Peut-être en l'époque, amateur. ou en ou mi-lourd, en tout cas. Mais Truc comme ça. je crois même ça parlait d'un combat en poids lourd. Ouais. Non, non, ouais, il était déjà fort à cette époque-là. J'ai tourné avec lui, j'ai tourné, un des premiers qui m'a accompagné dans mes gros combats, c'est Kai Kara France, le flyweight, qui est lui aussi, c'était une pépite. Ouais, j'ai côtoyé, je me suis aussi entraîné avec Dan Hooker. Ok. J'ai fait pas mal de sparring avec lui là-bas. Bon, après, on était tous mélangés, tu vois, mais non, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec des gars qui sont au meilleur niveau maintenant. J'ai vu passer Adesanya, j'ai malheureusement pas tourné avec lui, mais j'ai pu voir. Puis c'est des gars qui te donnent envie en fait de
de continuer d'aller le plus loin possible, tu les imites, tu vois. Et puis, ouais, certains avec qui j'ai tourné, bah, je tournais bien, puis je me dis, bah, en fait, ouais, non, je suis à ma place, tu vois. Mhm. Donc, non, c'était vachement enrichissant d'avoir ces gens-là autour. Et puis, même rien que les coachs, hein, je sais pas si tu vois Roger Huerta, qui est une légende du sport, en fait, qui a combattu pour la ceinture de l'UFC, du Bellator. Il y avait Brian Ebersol, je sais pas si lui tu connais, je pense, il a peut-être 60 combats. Je pense que si je vais te dire ça, tu vas le reconnaître. Avec ses poils, il avait fait une flèche comme ça. Oui, c'est bon. Tu vois? Oh, très bien. Ah là. Et bah, lui, c'était un des coachs aussi. Énorme expérience. Je sais pas combien de combats à l'UFC. En tout, son palmarès, je crois, il avait une soixantaine de combats. C'est des trucs on voit peu maintenant. Ouais, ouais, Tu vois. c'est clair. Maintenant, les gars, ils ont les 20, 30 combats max et des fois, ils s'arrêtent. Tiens. Mhm. Ouais, il s'arrête avant d'aller trop loin Exact. dans la carrière. Mais t'as quand même tourné avec des mecs qui étaient au début de leur carrière, tu vois, et qui sont aujourd'hui, comme t'as dit, au top Mhm. à l'UFC. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que toi, t'es peut-être pas allé, que eux sont allés, alors que à l'époque, vous êtes au même endroit, certainement au même niveau, Mhm. tu vois, et que à l'heure d'aujourd'hui, sans dénigrer ta carrière, Ah, hein, car, ouais. tu vois, mais il y a un cap où bah, eux, ils sont dans la meilleure organisation mondiale, tu vois, avec la meilleure exposition. Et puis, on parle de mecs qui sont champions avec la ceinture. On parle pas d'un mec qui fait les prélims Ouais, ouais, ouais. toutes claquées, on peut dire. Mais tu sais quoi, c'est une bonne question et je crois que c'est la première fois qu'on me la pose. C'est une bonne question et je vais t'y répondre. Je pense que c'est ma vie personnelle qui a aussi en fait, je me suis mis parfois des bâtons dans les roues tout seul. Des fois, on m'en a mis. Et après, moi, je suis devenu père assez jeune. 23 ans. À, ouais, 22 ans même. Ok. 22 ans quand elle est née, ma fille. Et, c'est vrai que j'ai aussi le fait que j'étais un électron libre. J'avais pas de manager attitré. Je prenais les combats, j'acceptais moi en fait. On me disait tu veux combattre? Je dis ouais, vas-y. C'est bien après qu'on a commencé à me manager, mais j'ai toujours été décisionnaire en fait. Mhm. Avec le recul, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'erreurs de management. Il y avait un moment où j'étais à 8-2, je crois 8-2, 8-3, où des profils que tu peux envoyer peut-être Un peu plus haut, ouais. un peu plus haut et tout. Mais non, j'ai pris après des combats pour l'argent, des combats pour combattre. Et, ça m'a valu, voilà, des fois je faisais un pas en avant, puis deux pas en arrière, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à une période un endroit de ma carrière où je suis encore en train de me battre pour aller toucher les PFL, les Bellator, etc. Parce que j'y ai été, mais j'aimerais y retourner et puis performer, tu vois. Mhm. Je le souhaite. Ouais. Merci. Euh, tu t'es entraîné aussi à la TT, je crois. Mhm. T'es parti en Amérique, du coup. C'est ça. Je suis parti 2 mois là-bas. Euh, pour toi, c'est quel endroit dans le monde qui t'a le plus marqué, que ce soit au niveau du niveau, bon, même si là, Tiger Muay Thai, je pense que niveau excellence, on n'était pas loin, Mhm. mais aussi dans comment se comporter, tu vois, dans la vie d'un combattant, Un combattant, qui ouais. est bah, mettre tous les excès de côté. Souvent, on entend dire, il y a des combattants, ils veulent avoir leur vie, puis combattre. Mhm. Et les grands, c'est d'abord le combat et après ils mettent leur vie autour. Ouais. C'est où que tu as le plus vu ça, tu vois, Ah, c'est une bonne question. Là où j'ai vraiment eu un déclic ou un vrai apprentissage de qu'est-ce que c'est d'être professionnel, bon, ça a un peu commencé en Thaïlande, mais c'était vraiment la première fois où je suis allé au Brésil. Parce que je suis allé au Brésil avant l'American Top Team, avant les États-Unis. Et au Brésil, bah pareil, c'est mon coach d'ici qui m'a envoyé là-bas. Et j'étais enfermé avec une équipe de Brésiliens, des combattants qui étaient durs.
En fait, je faisais le camp d'entraînement de Eric Silva, Mhm. qui combattait pour l'UFC Canada à cette période. Et ouais, on était enfermés dans un appart qu'avec des Brésiliens. Donc c'est là aussi que j'ai pas mal appris à parler la langue. Et puis on faisait que ça, on faisait que s'entraîner, manger, dormir. Il n'y avait rien d'autre. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte des efforts qu'il fallait faire quotidiennement pour faire ce boulot, tu vois. L'American Top Team, en fait, c'est là j'ai vu une autre facette où, en fait, c'est des champions qui ont déjà de l'argent, qui sont suivis par des psychologues, des coachs mentaux, etc. C'était un autre délire, l'American Top Team. Ouais, c'est là que tu te dis que quand tu as de l'argent, tu peux tout mettre en place autour Ouais, de toi. c'était pour- facilité, clair. ça c'est certain. Parce que comment tu finances quand tu pars comme ça, tu vois? Quand tu- Moi-même, Toi-même? ah ouais, Mais comment, en travaillant? en travaillant ici, j'ai fait des petits boulots de déménageur, de videur, j'ai même fait du ménage, j'ai fait du. T'as fait du ménage, toi? Ouais, j'ai fait Ah Homme ouais. de ménage, Ah ouais. Mika arrivé. Ah, j'ai fait plein de petits boulots hein, pour Ok. pouvoir me payer. Ah mais oui. Après, faut prendre ce qu'il y a à apprendre. Hein. C'est ça. Ouais. En fait, tu sais, quand tu prends un boulot comme ça, dur, même dans le bâtiment, j'ai travaillé comme manœuvre, etc. C'est des boulots durs, hein. Mhm. Et que tu sais que derrière, en fait, tu vas partir au soleil pour faire ta passion, ça passe tout seul. J'ai été même aide de cuisine là, à l'hôpital de la Tour, où tu nettoies toute la vaisselle de tout un hôpital. J'ai fait vraiment des boulots relous, tu vois. Mhm. Mais quand tu sais que tu as un objectif derrière, ça passe. Ouais. Tu sais de la peine, quoi. Oui, Tu sais pourquoi tu fais. Ouais, et c'est tout. ça. Parce qu'il y en a Ouais. qui entre guillemets, pas le choix et qui font ça toute leur vie. Bah, J'en ai ouais. rencontré, moi, ici. Hein. Des gars Mhm. qui sont. Moi, j'ai même été. C'est pas éboueur, mais en fait, tu t'occupes de toutes les poubelles de l'hôpital. Ouais. Tu fais Ouais. chaque service, etc. Moi, j'en ai connu un, Smile jusque-là, qui faisait ça depuis 17 ans. Ah oui. Tu vois. Bah, dans nos travails respectifs, tu vois, nous on travaille encore chacun dans des domaines. On connaît tous une personne qui est là depuis 20 ans dans la boîte et qui est obligée, tu vois, et qui. Bon, ils ont peut-être pas le smile tous les jours, mais Ça dépend aussi. Tu sais, t'atteins un certain âge. Après, je sais pas quel âge il a. Enfin, quel âge a la personne qui, tu vois. Elle vient avec le smile. Mais t'arrives à un 45, certain... 50. C'est compliqué de t'orienter vers autre chose. Ouais, c'est sûr. Après, tu sais pas le passif de chaque personne, Ouais, d'où c'est ils clair, ça. viennent. S'il y a beaucoup de cultures différentes, des gens qui viennent de la guerre, que ce soit au Kosovo ou autre, pour eux, C'est une chance. c'est une chance Bien sûr. énorme. Et il faut pas cracher sur ça parce que c'est des gens. Tu sais, il n'y a pas de sous-métier. Hein. On a besoin Mhm, de. ouais, c'est clair. On a besoin de monde partout. Hein. On peut pas avoir que des avocats ou des banquiers. Hein. Ah, sinon le pays tourne pas. Sinon, le ça, pays c'est ne sûr. tourne pas. Ouais, non, c'est clair. Et ça fait pas des moins que rien ou quoi que ce soit. C'est parfois des meilleures personnes que des gens qui sont pleins aux os. Tu vois. Ça, c'est sûr. Mais du coup, c'était vraiment... tu travaillais pour pouvoir te financer. Exactement, pour T'avais partir. Pas encore de sponsoring. Non, non, c'est venu tard. Enfin, le sponsoring que j'ai eu, les premiers sponsors que j'ai eu, c'était quand j'étais en Thaïlande. Ok. Après, quand je suis revenu, ouais, non, il fallait que je me débrouille. Parce qu'en fait, personne ne te connaissait quand tu es revenu. Ouais, c'est Vu que clair. tu as fait Ah tes oui. classes en J'ai tout Thaïlande, fait- Chine, j'ai Malaisie, tout fait tout là-bas, ça. c'est clair. Ouais, j'ai rencontré Diabaté là-bas. Ok. Ah ouais, parce qu'il est parti Il est souvent en parti Thaïlande. là-bas Ouais. et tout. J'avais une fois tourné avec lui. J'étais là, ouais. Il était vraiment. Ouais, il était chaud. Bah, il était poids lourd. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. mais je me souviens, il m'a mis un front kick. Il dit, ah ouais, faut pas qu'il appuie trop celui-là. Ouais. Ok. Mais quand tu reviens, du coup, il y a la naissance de ta fille. Non, elle est née en Thaïlande. Ah, elle est née en Thaïlande. Ouais. Ok. On est parti de Thaïlande, elle avait 1 an et demi. Ok. Elle a appris à marcher sur les plages de Thaïlande. Stylé. Trop bête, trop de trucs de fou là-bas. Mais pourquoi vous êtes rentré? Vous aviez envie de vous rapprocher, tu vois, Alors, on est rentré, mais en fait, je vais encore te parler de mon coach d'ici, qui est mon coach Lou Talivre, c'est lui qui m'a donné ma ceinture noire, qui m'a toujours suivi partout, qui a toujours été quand même mon conseiller
à distance. Et en fait, une fois, il est venu me voir là-bas. Alors que, franchement, lui, c'était pas trop son truc. Il était déjà parti, je crois, avec son frère en Thaïlande, mais là, il avait fait l'effort. Il était venu me voir, pour voir ma fille et tout, et puis voir où je m'entraînais, comment ça se passait. Et en fait, quand il est venu, il m'a dit, ouais, il faut pas que tu restes là. Tu vas pas progresser ici. Je vais t'envoyer au Brésil, tu vois. Et il m'a dit, rentre ici, et puis on va faire ce qu'il faut pour t'envoyer au Brésil. Et du coup, on est parti en espace de 2 semaines. Ah ouais. On a tout vendu, tout. La mère de mes enfants, à l'époque, elle avait arrêté de travailler parce qu'elle était aussi dans le milieu du combat. Elle était directrice de Phuket Fight Club, que tu Ok. dois connaître, Ouais. qui a pris de la lumière là, ces Mhm. derniers temps. Et on est parti rapidement, on a tout vendu, on est revenu ici. On a mis quelques mois à se refaire. On était côté français d'abord, puis après on s'est mis côté suisse. Et puis après j'ai commencé à voyager. Je suis parti au Brésil, je suis parti en Autriche, en Allemagne. J'ai fait des camps d'entraînement un peu partout. Et puis le dernier camp d'entraînement, c'était American Top Team. Et puis après, je me suis installé ici vraiment, bon, officiellement en 2018, mais après, je continue à voyager, mais vraiment, quand j'ai décidé de rester ici, de m'entraîner ici, c'était là, pendant le Covid, Ok. voilà, 2021. Ah ouais, donc Après c'est mon, récent quand même. après mon dernier combat au KSW. Ok. D'ailleurs, tu fais la transition parfaite. Euh, Il y a cette rumeur qu'en Pologne. C'est pas une rumeur. Ok. Ouais, vas-y. Je te laisse. Pour les gens, parce que vu qu'on a fait beaucoup de foot, le MMA, les gens peut-être ils connaissent pas et tout, mais au KSW, qui est une organisation en Pologne, il n'y a pas de test antidopage comme peut y avoir dans des organisations, que ce soit en France ou aux États-Unis, où Ouais. c'est très cadré, où chaque combattant doit être testé. Ils sont même testés peut-être 6, 7 fois dans l'année, Mhm. chez eux, au petit matin. Enfin, il y a plein de choses. Est-ce que tu as pu le sentir quand tu as combattu là-bas, face aux 2 mecs que tu as combattu que... Surtout sur le premier mec. Ok. En fait, à l'époque, j'étais encore en lightweight, Mhm. donc je combattais encore à 70. Et j'étais un 70 lourd. C'est-à-dire que moi, je descendais de 84, 85 kilos. Ah ouais, moins 15, plus 15. Ouais, le pire que j'ai fait, c'est de partir de 86 kilos jusqu'à juste mon combat juste avant le KSW. J'ai fait 86, 70 et j'ai fait un rebond de 12 kilos et demi. Tu vois, j'étais un T'étais gros, énorme dans la ouais, cage. j'étais un gros lightweight, tu vois. Et là, j'avais fait plus ou moins le même rebond à 1 kilo près, mais lui, il était à 85, 86 dans la cage. Il était énorme. Ah ouais. Et le premier round que j'ai perdu, parce que on allait, pour la première fois, je suis allé jusqu'au troisième round, j'ai fini le combat. Premier round, il m'a soulevé comme si j'étais un flyweight. J'ai senti une force énorme. J'ai jamais ressenti un truc comme ça. Là, tu t'es dit, Là, sur le moment, non, mais Ouais. après coup, je me suis dit, lui, c'est pas normal. il est chargé comme une mule. Ah, c'est sûr. Après, sa force a baissé en Ouais, fonction des La rounds. congestionné à Exactement. force. Il était vraiment balèze, hein. Deuxième round, très, très serré. Troisième round, où j'étais au-dessus. Tu l'as rempli même, je crois, non? C'est Ouais. pas lui qu'on voit les highlights où tu le Ouais, remplis et le mec, je pense qu'il est tellement... Je pense qu'un mec pas chargé, il tombe. Il tombe, je Ouais. pense. Non, Il mais- prend des... Ils sont debout là, face à face. Ouais, Ils s'envoient des prend sacs. de quoi. là. Il prend, mais il bouge pas, il encaisse. Mais je pense que, et en plus, physiquement, j'aurais pu même faire 2 rounds de plus. Mhm. J'aurais gagné ce combat. Ouais, si c'est un title shot. Après, voilà, lui, il avait 13-1 à l'époque. C'était un Polonais, on était en Pologne. Ouais. Donc à la décision, c'était compliqué. Même si je finis au-dessus de lui, pour moi, je me voyais gagnant. Pour les Polonais, c'était plié, quoi. Ouais. Forcément. On parlait de cutting. Ouais. Comment tu gères
comment tu gères tes cuttings? Si je le gère bien ou comment je fais, comment je procède. Comment? Et si tu le gères bien. Alors comment je fais mes cuttings? Bah, avec le temps, j'ai été aussi suivi par des nutritionnistes, des gens qui m'ont aussi dit ce qu'il fallait faire, pas faire, euh, ce qu'il fallait couper quand tu fais les hyperhydratations, l'eau que tu peux perdre, etc. Euh, donc, en général, en fonction du poids, je coupe tout ce qui est sucre, sodium, sel, quelques semaines avant le combat. Ça dépend le poids que j'ai à perdre. Et puis les féculents et tout ça, je coupe le soir. Puis des fois, en fonction du poids, je coupe aussi le midi. Je garde quand même des féculents le matin pour avoir de la force pour la journée. Donc, je sais plus ou moins ce qu'il faut faire. Je sais même bien ce qu'il faut faire. Je le fais depuis des années. Je connais mon corps. Moi, d'ailleurs, ça impressionne mon coach d'anglais toujours. Parce que des fois, bah, d'ailleurs, c'était au Bellator où, en fait, je sors du sauna et puis coach, je suis au poids. Je dis, comme ça, il monte sur la balance. Je dis, non, tu vas voir. Ah, tu savais Je déjà. savais déjà. Ouais. Je monte sur la balance, je suis au poids. Il m'a renommé sur son téléphone, coach, je suis au poids. Ah non, pour lui, il hallucine parce que c'est pas son monde. En anglaise, on fait pas ça. Lui, en plus, c'était un poids lourd. Oui, Il il connaît cotait pas. jamais. Il Presque il cotait devait pas, manger un peu c'est plus. ça. Donc, pour lui, c'est hallucinant. Et puis, on perd des kilos d'eau juste avant la pesée. Pour lui, c'est des trucs qu'il a jamais fait, tu Ouais, vois. c'est clair. Mais donc, je le gère bien et je sais comment faire. Après, c'est clair que c'est pas plaisant. Hein. C'est vraiment, c'est dans chaque métier, il y a toujours des trucs que t'aimes pas. C'est ça que j'aime pas, moi. Parce que je sais que pour le corps, c'est pas bon, même pour le mental. Enfin, bon. Après, il y en a qui vont peut-être me dire que oui, c'est bien parce que T'élimines les toxines. ouais, aussi, mais chacun a son avis là-dessus. Il y en a qui se disent qu'il faut se mettre dans le dur et tout. Moi, je suis plus de l'avis de combattre à son poids de forme. Et comme ils font peut-être au One, Ouais. où il y a plusieurs pesées, ou je crois au Brave aussi, ils font Ouais, ça. Brave, ils font ça aussi. Ouais. Et puis, même question santé, c'est vachement mieux. Sûr. Tu préserves ton corps, en fait. Mais c'est sûr. Je pense qu'il n'y a aucun athlète enfin, aucun combattant qui va dire, ah, c'est cool les coachings, je kiffe. Il n'y en a aucun. C'est un enfer pour le corps, en fait. Au final, bon, on joue tous sur ça pour voir qui va faire le meilleur rebond. Mais au final, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu as fait à l'entraînement, c'est tes qualités techniques, physiques, etc. C'est ce que tu vas faire dans la cage, c'est pas le poids que tu vas faire, tu vois. Bah, en fait, à l'époque, il y a déjà eu des drames, Ah on ouais, sait, c'est sûr. et j'ai l'impression que là, on est genre à l'apogée du truc de on va pousser. Quand tu vois des Paddy Pimblett, font 70 kilos, ils combattent en moins de 70 kilos, ils reprennent. Là, il avait pris 20 kilos même pas une semaine après son combat. En fait, on va arriver qu'il va y avoir un drame. Ouais. Dans les années, je le souhaite pas, mais je pense qu'à force, ça va arriver à quelqu'un, son corps, qui va dire stop. Mais c'est déjà arrivé. Hein. Oui, mais je veux dire récemment, tu vois, pour que les gens, peut-être que les organes se remettent en tête que ça peut arriver, qu'il va falloir changer ça et que, bah, en fait, tu pèses le matin ou l'après-midi de ton combat, et en fait, bah, voilà, c'est ton poids, en fait, Ouais. tu combats dans cette caté. Parce que. Bah, il faut pas oublier aussi que si tout va bien, ta vie par rapport à ta carrière, elle est longue, tu vois. Ta carrière est toute petite. Si tu bousilles ton corps pendant ce temps-là, comment tu vas finir le reste de ton temps? C'est ce que tu as envie que tes enfants ils te nourrissent à la petite cuillère, tu vois. Tu sens un légume, ça ne plus pouvoir rien faire à 50 ans ou à 45. C'est ça. Et puis, moi, il y a les coups déjà qu'on prend, les chocs, etc. Mais si en plus de ça, on fait du mal à notre corps, et puis en plus de ça, il y en a qui vont se charger, on va voir aussi les effets que ça aura sur le long terme, tu vois. Donc, je pense que si tu vois tous ces facteurs-là, tu réfléchis à deux fois avant de prendre certaines décisions, tu vois. Est-ce que tu penses, bah justement, on parle de décision, on parle d'une carrière de combattant,
Est-ce que tu penses qu'à un certain moment, euh, le, pas le surtrop d'argent, tu vois, mais quand tu arrives dans un certain confort, en tant que combattant, t'as plus cette même dalle, tu vois. Mhm. Quand on voit les Connors, quand on voit les combattants comme ça, où en fait, ça y est, le mec, il a même plus besoin de combattre, tu vois. Et puis, il y en a, pour certains, c'est une aberration de se dire, ça y est, j'ai des millions, je vais encore aller mettre ma vie en danger. Ouais. Est-ce que pour toi, tu es de cette optique-là de te dire, demain, je suis Conor McGregor, je peux me faire Conor, mais en mode, j'ai un peu cet argent-là, j'arrête ma carrière parce que ça vaut pas la peine. Ouais, c'est certain. À un moment donné, on veut tous le confort, ça, c'est sûr. Après, pour faire ce métier, je pense faut être dans l'inconfort. Il faut avoir aussi une vie dure, que ce soit une vie familiale ou une vie personnelle dure, qui fait que, bah, en fait, on prend ce chemin. Mais à partir du moment où tu es bien, tu as tout ce que tu veux, tu as l'argent, etc., je pense qu'à un moment donné, ouais, t'as plus cette dalle. Et d'ailleurs, il y en a un qui en a parlé et qui a pris sa retraite, c'est Masvidal. Ouais. Masvidal, lui, il a commencé dans la street à se frapper sans gants. Qui se tapait dans Maintenant- les jardins. Ah oui, dans les jardins avec des Kimbo Slice qui Ouais, étaient c'est là vrai. à faire l'arbitre. Maintenant, il est multimillionnaire. Et il l'a dit lui-même. Il a dit, j'ai plus cette dalle, j'arrête. Et c'est respectable. Il a fait énormément pour le sport, c'est une légende aussi. À un moment donné, t'arrêtes. Ah, tu préserves ton corps aussi, tu préserves ton esprit. Oui. Quand tu vois Tony Ferguson qui veut jamais arrêter et qui fait pitié quand il monte sur un ring, franchement, ouais, mais sa c'est- carrière, elle est incroyable, mais il a déjà 7 ou 8 combats de trop, quoi. Ouais. Et en fait, tous les coups qu'il a pris là, il C'est va les les gens payer. qui n'y arrivent pas à s'arrêter aussi. Mhm. Après, chacun est drivé et par des motivations différentes. Tu vois. Il y en a qui font ça pour le prestige, il y en a qui font ça pour l'argent, il y en a qui font. Mais ouais, chacun est différent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir, je pense, t'arrêter, quoi. Mhm. Tu peux pas faire ça toute ta vie, hein. Les plus vieux comme Randy Couture, qui ont fait ça jusqu'à 45, 46 ans, je dirais, t'imagines? Tu te rapproches plus des 50 ans que des 40, hein. Ouais, c'est clair. C'est- Et au plus haut niveau, hein. Oui, oui, en plus. Quand Ouais. quand il se fait péter les dents par Machida Ouais. sur le front kick, là. Il avait 46 ans, je Ouais, crois. 46, ouais. C'est ça, 45, 46. C'était la fois peut-être le combat de trop. Ouais, c'est clair. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Et c'est dommage. C'est une légende qui aurait pas dû partir comme ça. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu gardes le mauvais souvenir de certaines légendes quand ils font les combats de trop. Bah ouais. Après, il y a combattre intelligemment, comme peut le faire Greg MMA, où il est revenu, tu vois, en attrapant des adversaires de son âge, Mhm. avec, qui ont un peu moins de background que lui, et du Mhm, coup, mhm, bah, il se fait kiffer en se disant, je remonte dans la cage. C'est et puis- différent. C'est différent. C'est Mais différent. tu vois, s'il fait le combat contre Ibra, bah, je suis pas sûr que ils repartent en bonne santé. Hein. Mm. Ouais, parce que mine de rien, Ibra, l'influenceur, machin, mais il se tape, hein. Lui, c'est. Je le mets pas dans la cage influenceur. Bah, à la base, comme on a c'est pu- un On va en influenceur. parler. On va en parler, mais à la base, c'en est un. À la base, c'est un gars qui a percé sur le réseau, Oui. mais faut pas oublier que c'est un gars qui s'entraîne. Il est tchétchène, hein, il me Ouais, semble. c'est ça. Il s'entraîne, il lutte, il boxe. Il est jeune, il est costaud. Ouais, il a le gabarit. Ça fait partie de son éducation, un peu. Voilà. Oui. En fait, il a respecté l'art martial dans tout ce qui est l'art martial. Mhm. C'est-à-dire t'entraîner dur, respecter les autres combattants, respecter ce qui est à respecter dans les arts martiaux, c'est-à-dire les coachs, les autres combattants quand tu rentres dans une salle, pas dénigrer dans le pays dans lequel tu vas. Et puis, on va en parler maintenant de ça. Léry, t'es le mieux placé pour en parler parce que T'étais là hier. t'étais là hier. Euh, Juste pour ceux qui savent pas, on tourne ça le lendemain de l'Influence Fight Club qui a eu lieu à Fribourg. Et puis ces deux messieurs étaient présents. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses de... Dans le vif direct. Moi, j'en pense déjà, je serais jamais allé là-bas si mon pote avait pas combattu. Mon pote qui n'est pas influenceur, qui est un vrai combattant, avec une vie de combattant.
si Cataline Safta n'avait pas été sur la carte, je ne serais jamais allé là-bas. Pour moi, c'est une honte pour le sport. C'est vraiment, c'est là où on montre le côté business du sport. Et c'était pitoyable. Moi, je le dis, je suis désolé, hein, parce que c'est un de mes managers qui a organisé ça, On et peut que je dire- respecte beaucoup. On peut donner son nom parce Bien que sûr, c'est Guillaume Pelletier. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je travaille aussi avec JB en particulier, mais Guillaume, je respecte beaucoup pour tout le travail qu'il a Bien fait. sûr. Tout ce qu'il a Et, pu fournir au tout ce MMA qu'il a français fait et au tout. MMA français. Pour moi, c'est un monsieur dans le management, hein. Mais pour moi, là, c'est- c'était une blague. Et les combats qu'il y a eu hier, en fait, c'est la première fois que je vais à un événement où les combats intéressants sont les combats du début. Les combattants amateurs du début ont mieux combattu Je suis d'accord. Ouais. que les pros, les gars qui se disent pros, parce que c'est pas des pros. Tu combats en pro, mais t'es pas un pro. Je suis désolé, les gars. Je veux dire, là, il y a eu un no contest de l'arbitre a arrêté le combat parce que Ah oui, il y en a un qui bougeait, l'autre qui reculait. Il y avait plus de cardio, il y avait plus de... Alors les gars, ils parlent, ils viennent avec des rappeurs, des machins, des trucs, ils rentrent avec des quads et ils combattent comme des guignols. en fait, C'était même pas un ils sont combat. même pas entraînés, en fait, ces mecs. Non, C'était non. un combat de regard. Ils se regardaient, les deux c'était soufflaient. pitoyable. Il y avait des combats truqués. Je veux dire, pour moi, c'est dommage. Pour moi, c'est dommage qu'on en arrive là. Alors, ok, ça a fait remplir le stade, hein. Ah, il était Il y avait fou. du monde, hein. C'était fou. Franchement, c'était Ouais, ouais, presque franchement, full, hein. ouais. Mais au final, il y a eu plein de combats qui ont été hués, dont celui-là, parce que Bah, tu viens même- voir des combats, en fait. Tu viens pas voir deux mecs qui osent pas se taper. c'est ça. Mais il y a même eu l'autre là, qu'ils appellent Golden Boy, là, Michael Ben Simon, là. Ouais. Ben Simon. Lui, c'est une blague. Lui, c'est. Et puis l'apogée, supporte. l'apogée, c'est le dernier combat, quoi. où le mec refuse littéralement de combattre alors qu'il est là pour ça. Ouais, non, c'était un sketch. va- Je sais on va pas, où je sais pas jusqu'à quelle heure t'es resté, toi. Mais... Non, moi j'ai dit, hein, je reste jusqu'au combat de mon pote et je me barre. Ah ouais. Ok. J'avais dit à mes potes déjà. T'es parti, ouais, du coup, t'es parti après. Dès que Cataline a fini, je me suis barré. Moi, je trouve que l'événement en soi, l'idée, c'est pas dégueulasse. Dans le sens où c'est bien pour les gens qui veulent. En fait, les gens qui étaient là, le 80%, c'était juste pour voir des influenceurs. Tu vois. Moi, j'ai remarqué, parce que je faisais les photos, il y avait un endroit où il y a l'entrée. Dès que tu avais les influenceurs connus qui rentraient, tout le monde venait se coller à la barrière pour avoir une petite vidéo. Donc moi, je pense que ces personnes-là, elles ont payé le billet pour voir ces influenceurs-là. Le côté dégueulasse, c'est... T'arrives, tu vois... Tu sens que, pour moi, un Sebi Dadi, par exemple, il est pas... Voilà. C'est pas un combattant. Ah non, c'est De sûr. toute C'est façon, il un n'y avait pas un influenceur. seul Il n'y a hier pas soir. de... On n'avait pas un seul vrai combattant, C'est hormis les amateurs et les combats de début de carte, Ouais. comme Cataline et tout. Mais les autres, en fait, c'est que pour le buzz, quoi. Ben, c'est ça, comme tu as dit. Ouais. Hein. Les combats les plus intéressants, c'était les combats du début. Même les amateurs, maintenant, c'est des amateurs Préparé. préparés. C'est des futurs pros. Les gars, ils bougent bien. Franchement, ils bougent bien. Bah, quand tu vois tous les amateurs qui émergent gentiment en pro, tu vois, bon, notamment côté français, parce que je regarde un peu plus, mais tu vois les Paul Lena, les Walid Tandia, les mecs comme ça, ouais, ils ont une vie de combattant, quoi, ces Ouais. mecs-là, en fait. Ah ouais. Du coup, même Et ils ont Cataline, même tu vois, ils ont même des aides comme si c'était des pros. ouais, c'est ça, Je veux dire, ils sont entouré. entourés, ils sont sponsorisés, ils font des événements. Moi, j'en parlais hier avec mon coach, avec mes potes d'entraînement. Moi, à l'époque, quand je combattais en amateur, c'est clair que j'aurais rêvé d'avoir un truc comme ça. Mhm. Nous, comme je te disais, au Shooto, moi, je payais pour combattre. Ouais. Je payais 30 balles pour combattre, alors qu'il y en avait qui venaient voir nos combats amateurs pour 15 balles. Et T'imagines? c'est un truc de ouf. T'étais Et, pas rentable, quoi. C'était des vrais combats amateurs, voilà, qui comptaient, mais c'était comme des interclubs. Tu vois, genre là, on est là.
je pourrais faire la même chose ici, tu vois. Mais c'était des vrais combats. Mhm. On allait pour se foutre sur la gueule, quoi. Mais on payait pour ça, quoi. On va revenir un peu sur ta carrière. Actuellement, tu es 14e welter en France sur ta apologie. Ouais, j'ai vu ça, mais bon, excuse-moi, vas-y, je te laisse faire. Moi, je m'interroge vraiment sur, au vu de ta carrière, t'es pas un mec qui va souvent à la décision. Mhm. T'es un fighter que les gens aiment bien regarder parce que bah, tu sais que Merci. dans les deux sens, ça va se finir en fait, Mhm. que ce soit toi ou l'autre. Comment il n'y a pas une orga comme le Cage, comme l'Octagone, ou même le KSW qui ont pu revenir vers toi, sachant qu'ils veulent se développer, tu vois, en Mhm. France, même la Suisse, tu fais un événement à Lyon, bah, il y a 2 heures et demie de route, quoi, tu vois, tu peux attirer des foules. Euh, Comment ça se fait que t'es pas de nouveau cette chance-là, on va dire, de pouvoir retrouver dans une orga un peu plus... Prestigieuse. Ouais. Comment ça se fait? Je pense qu'il y a aussi des combats. Bon, derrière chaque combat, il y a une histoire. Mhm. Et aussi du côté perso, il y a toujours des trucs qui ont fait que il y a des combats que j'ai perdus, que j'aurais pas dû perdre. Là, dernièrement, pour moi, le dernier combat, pour moi, je l'ai gagné. Bien sûr. Là, au KSW, pareil, pour moi, je l'ai gagné. Donc, c'est c'est aussi le fait aussi d'avoir fait des mauvais choix et puis aussi parfois un peu de malchance. Mhm. Alors que comme je te dis, j'ai des combats que j'aurais dû gagner, des combats que j'aurais pas dû prendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 15 victoires, 14 soumissions, Ouais. 14 finalisations, entre KO et soumission, et 11 défaites. Sur ces 11 défaites, pour moi, tu en enlèves déjà 2 qui n'ont pas lieu d'être. Après, d'autres, des combats que j'aurais pas dû prendre, mais bon, bref, qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Mhm. Maintenant, c'est clair qu'il y a aussi des gars qui arrivent, qui choisissent leurs combattants, qui ont des palmarès propres. Ils vont avoir la priorité parce qu'ils ont des palmarès pratiquement vierges. Ils ont du buzz aussi, ces gars qui maintenant de plus en plus sont suivis sur les réseaux, etc. Mais moi, je sais que ça va revenir. C'est-à-dire que moi, là, je vise de retourner peut-être au KSW, aller au PFL, même au Octogone, qui est une bonne organisation, le Brave, pourquoi pas. Là, on m'avait proposé, mais Pour le Brave? on m'avait proposé pour Genève, mais Ok. Trop court. non, c'est problème avec l'organisateur, Ok. le co-organisateur. C'est le même que... C'est celui qui est co-organisé avec le MMA MMA Grand AGP à Prix, Genève, là? MMA GP, Oui, non. qui a des problèmes avec mes coachs, Oui, non, Karl. donc Karl Amoussou. Gars, il me dit, ouais, je veux t'avoir sur la carte, mais tu viens sans tes coachs. Qui fait ça? Qui fait ça, en fait? Ah, les mecs, ils sont lunaires quand même. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et en plus, il m'a proposé un gars qui est un pote de l'American Top Team avec qui je m'entraînais. Donc, bon, de toute façon, c'était hors de question. Comment je combats chez moi sans mes coachs? Je fais quoi? Je prends mes potes d'entraînement. D'où tu viens d'où? Si tu sors, c'est pas possible. Mais même si ça avait été ailleurs, je dis non, tu me veux sur la carte, tu t'en fous qui vient dans mon coin. Et tu me veux sur la carte, c'est parce que tu me veux. Ouais, c'est Mhm. Tu vois. Bref, donc ça s'est pas fait. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, je sais que je vais retourner dans les organisations prestigieuses. Là, malheureusement, je reviens d'une défaite par décision qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Mais bon, ça c'est peut-être discutable, on ne sait pas. Voilà. Mais là, je me vois faire 3 à 4 combats, les traverser, et puis après re-signer dans des grosses orgas. Ok. T'as signé un contrat là aux Lions pour... Alors non, là, je suis en one shot. Ok. Je suis en one shot, ça arrive souvent, hein, comme ça m'est arrivé au Bellator. Oui. Ah ouais, c'est ce que je voulais te poser C'était- aussi comme question. Bellator, c'était un one shot. C'était un one shot. KSW, j'avais 3 combats, mais bon, j'ai fait le premier perdu par décision, et le deuxième, c'était le KO que j'ai Ouais. pris. Et après ça, il y a eu Covid, etc. Puis j'ai signé, enfin j'ai été au Bellator, etc. Il y a eu, Ok. il y a eu d'autres
d'autres combats pour moi. Mais ouais, j'aimerais bien y retourner ou aller à l'Octogone, au Brave, au PFL, ce genre même au One. Hein, le One, La reste, ça t'intéresse? la RES aussi. Après, la RES aussi, euh, c'est une organisation où il faudra pas que j'aille à décision non plus, parce que il y a aussi des antécédents avec mon coach. Ouais. Après, voilà, c'est comme ça, je sais comment c'est. Moi, mon coach, je, je lui fais confiance et je suis pas avec lui pour rien. C'est Karl qui gère toute cette partie-là ou c'est plus JB. JP? Alors, moi, j'ai mon manager JB qui gère ça. Après, c'est clair que quand on nous propose quelque chose, bien sûr, j'en parle à Karl, j'en parle à Christophe Rim, j'en parle à tous mes coachs. On se concerte, c'est tout. C'est sûr, mais il n'y en a pas un qui est décisionnaire, mais c'est clair que j'en parle directement à mes coachs. Bien sûr. De toute façon, ils connaissent les sports de combat, donc c'est important aussi d'avoir leur avis. Moi, j'ai envie, avant qu'on arrive gentiment vers la fin, de passer sur le dernier cadeau. Alors, C'est un vrai on n'a cadeau. pas de mouchoir, mais mais je pense que ça peut te toucher un petit peu. Je te laisse notre play. Waouh. Et ben, lui, en plus, c'est pas quelqu'un qui fait des vidéos. Hein. Salut Frangin. On m'a demandé de raconter une petite anecdote sur nous deux. Et du coup, plutôt qu'une anecdote, je vais plutôt raconter, commencer à raconter, je te laisserai finir, une période de notre vie, de notre enfance qui, je pense, c'était une des plus importantes de notre vie, à toi comme à moi, puisque avec le recul, je me dis que c'est ces moments-là qui ont fait qu'on est aussi proches, toi et moi, aujourd'hui. Alors, je pense que tu as déjà deviné de quoi je voulais parler. Hein. C'est les mois qu'on passait chez papy et mamie tous les étés, et à les rendre un peu fous, à se taper dessus de temps en temps. Mais je pense que si je devais donner une période de mon enfance de notre enfance à tous les deux, où on était quasiment le plus heureux, selon moi, il n'y a pas photo. C'est de cette période-là que je parlerai. Pour moi, c'est indélébile. C'est quelque chose qui nous a, comme je disais, beaucoup rapprochés par la suite. Mais je pense aussi ça nous a aussi un peu forgé indirectement. Ça a participé à notre éducation et à faire ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse continuer là-dessus. Je t'ai mis 2 petites photos qui vont te rappeler pas mal de choses. Donc voilà, je te laisse la main. Lise. Putain, la deuxième qui suit. Ouais, t'as peut-être dû prendre des mouchoirs. Là. Tu vois, on peut te laisser un peu de temps pour Non, je peux t'en parler. Quelle relation toi aujourd'hui vous avez pu avoir avec vos grands-parents? Grâce à Dieu, mon grand-père, il est encore vivant, mon papy. Je suis allé le voir il n'y a pas longtemps en plus. On a été très proches aussi. Moi, j'étais très très proche avec ma grand-mère, paix à son âme, qui est partie en 2018. Okay. 2018. C'était comme une deuxième maman. On avait un lien privilégié avec elle, avec mon papy encore actuellement, à qui je parle souvent. Maintenant, on a la chance d'avoir FaceTime et tout ça, donc
C'est grâce à mes parents qui nous ont mis aussi dans leurs pattes. Euh, de toute la famille, on a été vraiment ceux qui étaient privilégiés. Euh, on avait une relation vraiment privilégiée, privilégiée Ouais, privilégié. privilégiée avec eux. Euh, c'est trop de souvenirs, c'est trop de bonheur, c'est trop de moments, trop de. Tu vas appeler ton frère après, tu vas lui dire tu m'as fait tu m'as mis dans Ah, la tu me merde dis- là. Devant la Tu me- com. Ouais, je. Tu sais, nous, on a. Alors, moi, j'ai d'abord refait en premier les vidéos avant que je lui montre. Quand j'ai écouté la vidéo, ça m'a. Ah non, on était ensemble, je crois. Ouais. Ah, on était ensemble. On était ensemble, c'est toi le Samsung. Ça nous a impacté. Mm. Et ça m'a mis des émotions dans la façon dont tu sens que ce qu'il raconte, ce que vous avez vécu là-bas, c'est vraiment des moments forts qui vont être indélébiles pour vous et que je pense même tu vas pouvoir retranscrire à tes enfants. Ah, et tout c'est derrière. certain, c'est certain. Et c'est la chance qu'on a eue d'être aussi proche d'eux, on la doit à nos parents. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est si proche. Et on est aussi proche aussi avec nos parents. C'est-à-dire qu'on a une grande famille, hein. Côté Corse, côté brésilien, côté mauricien. Mais nous, dans notre famille, on se cocon de 4 personnes. Mon frère, mes parents. On est très solides. Moi, mes parents, ils sont à l'île Maurice maintenant. Ils vivent là-bas. Euh, je les appelle presque tous les jours. Ouais, même des fois plusieurs fois par jour. Euh, et je transmets ça à mes enfants qui, eux, me voient tous les jours. Même si je suis séparé avec leur maman, je les vois tous les jours. Et quand je vais me coucher, enfin quand ils vont se coucher, ils m'envoient un message, papa, c'est tous les soirs. Et on a transmis ça aussi à nos enfants, à lui aussi, à sa fille. Et on a une chance inouïe de pouvoir partager tous ces moments avec mes grands-parents, avec nos grands-parents. Et ça me touche. Mon frère, il est très pudique. Il parle pas. Là, vous l'avez sorti de sa zone de confort. J'ai pas poussé beaucoup, hein. Il a Ouais. été vraiment, il a vraiment assuré. Il a joué le jeu, c'est bien. Ouais, vraiment. C'est bien, mais ouais, il y aurait trop de choses à raconter, mais juste dire que c'était une chance incroyable et des moments qu'on n'oubliera jamais. C'est vrai que ça nous a rapprochés. Nous, on a ça qu'on partage que les autres, nos cousins avec qui on est proche aussi, hein, mais n'ont pas vécu. Ouais. Alors que c'est des, tu vois, là, donc là, quand ils parlent qu'on était souvent chez eux, c'est quand ils habitaient dans le nord de la France, à Dunkerque. Toute ma famille du côté mauricien, la plupart, ils sont tous là-bas, à Dunkerque. Ils habitent autour d'eux, mais ils avaient pas ce lien. Ils allaient pas autant les voir, ou presque, il y en a, ils vont même pas les voir, tu vois. Ça, je n'ai pas de problème à le dire, en fait. C'est que il y en a qui habitent à 5 minutes, qui vont même pas les voir. Dans toutes les familles, c'est comme ça, hein. Et, et moi, je veux dire, tu vois, là, je l'ai tout le temps, mon papy, au téléphone, et puis je lui disais, ah, je vais venir te voir, je vais venir te voir. Puis peut-être petit à petit, tu vois, il y a des gens qui partent dans la famille, des à Maurice qui décèdent, tout ça. Et puis je me dis, mais en fait, ouais, on est de passage ici, on peut partir du jour au lendemain, on peut partir à n'importe quel moment, jeune ou vieux. Mais mon grand-père, là, mon papy, il a 92 ans, il a 92 ans maintenant. Si je profite pas maintenant, peut-être ce sera trop tard. Donc j'ai dit, vas-y, je prends un billet, j'ai eu quelques jours, je suis monté. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai dormi chez lui, on a pu parler et tout, on peut partager. Pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. C'est grâce à eux qu'on est là. C'est grâce à eux qu'on a cette éducation aussi qu'ils ont transmis à nos parents, qu'ils nous ont transmis aussi. Et puis, ouais, ils nous ont changé les couches, tu vois. Ils nous ont donné à manger, ils nous ont partagé tout. Ils ont même donné une partie de l'éducation pendant que vous étiez là-bas et tout. Moi, c'est comme des deuxièmes parents, tu vois, pour moi. Ma grand-mère, paix à son âme, c'était comme ma maman. Quand elle est partie, j'étais dévasté, hein. Encore aujourd'hui, quand j'en parle,
quand j'y pense, c'est difficile. Mais non, je remercierai jamais assez mes parents d'avoir fait ça avec nous, tu vois. Mhm. Et c'est vrai qu'on est très proche avec mon frère parce qu'on a des souvenirs que seulement nous avons avec eux, tu vois. Mhm. On repart sur un truc un peu plus joyeux. T'as 32 ans? Ouais. Tu viens de faire 32 là, il y a là, 2 jours. vendredi. Hein. Est-ce que tu te sens au meilleur de ta forme physique? Ouais, là, je me sens vraiment au top. Après, je sais que je peux encore gagner en force, gagner en rapidité, gagner en cardio, etc. Mais alors là, je me sens bien. Hein. Franchement, à la fleur de l'âge, on dit c'est 33 ans, hein, normalement. Moi, notamment top, plus pour les combattants, tu vois. Dans d'autres sports, on dit c'est plus 27, 28. Mhm. Mais pour les combattants, ouais. on est plus sur du 32, 34. Mhm. Entre 30 et 33, Ouais. comme ça. Ouais. Selon les catégories aussi, parce que les poids lourds peuvent à 35, 36, c'est déjà, ils sont presque au max de leur forme, parce C'est qu'ils ont vrai. plus de force et tout. Mais Ouais. ouais, t'es dans l'âge là. Je suis là, grâce à Dieu, j'ai pas de blessures, pas de grosses blessures. Donc ouais, non, j'ai encore des belles années devant moi, Inch'Allah. En parlant de blessures, moi j'ai aussi des enfants et je me mets à ta place. Comment est-ce que tu gères le fait de, imaginons tu te blesses au visage vis-à-vis des enfants, comment est-ce que, enfin, quel rapport, je sais pas comment te dire, Tu veux que je t'aide? le fait quand tu te blesses par exemple au visage, qu'est-ce que ça te fait que tes enfants ils te voient par exemple rentrer avec une ouverture au nez? Mhm. Moi, ils ont l'habitude. En fait, si tu veux savoir, la première photo que j'ai avec ma fille, j'avais le visage déformé. Ok. En fait, Ah, tu venais de combattre? bah, j'ai pas vu ma fille naître. Ok. J'étais en Chine pendant que mon ex-compagne accouchait. Et d'ailleurs, c'est une story. En fait, elle est née en Thaïlande et c'était une césarienne. Mais si tu payes pas la moitié de l'opération, ils la font pas. Et ouais. Et on m'appelle comme ça. Mon pote à l'époque, un Brésilien qui était là, et qui heureusement, hein, qui m'appelle. J'entends hurler derrière. Ouais, il faut, je sais plus, c'était 25 000 bahts ou un truc comme ça. Sinon, ils font pas l'opération, ils attendent. Et en fait, le fait qu'ils ont attendu trop longtemps, bah, la première semaine, ma fille, elle avait un peu la tête déformée, tu vois. Ok. Heureusement, ça s'est remis dans quelques jours, tu vois, mais j'étais en Chine pour payer l'accouchement, en fait. Putain. Ouais, j'étais pas au meilleur j'étais pas au meilleur de ma forme, surtout mentalement, tu vois. Et j'ai pris un TKO. Et en fait, je maîtrisais bien le combat et tout. Puis à un moment, il rentre un overhand. Oh, je vois noir. Donc, je suis pas KO, mais je vois noir. J'ai l'impression que mon œil était rentré à l'intérieur. J'étais né comme ça, arcade défoncé. Ouais, donc la première photo que j'ai avec ma fille, je suis tout défoncé, tu vois. Et puis c'est un truc, ma fille, elle a grandi, elle regardait l'UFC à la télé, tu vois. Ouais. Elle me voyait à l'entraînement, là, moi je les prends au travail, ils me voient, ils savent, tu vois, donc ils ont l'habitude. Mais c'est clair que c'est jamais cool, mais voilà, pour eux c'est normal, papa, il tape des gens pour vivre. C'est normal que des fois il y a des bobos. Est-ce que tu les as inscrits ou tu comptes les inscrire dans les sports de combat? Ah ouais, ils sont déjà inscrits. Ouais. Ah, ils font du jiu-jitsu, judo, ils boxent avec papa à la maison. La classe. Ouais, sport de préhension quand même. Hein? Le sport de préhension pour le début. Ouais, c'est Pas sûr, de c'est sûr. contact. Bah, en fait, bon, ils font la boxe, je leur tiens les PAO Ouais. et tout, tu vois. Mais moi, mes parents, ils voulaient pas que je fasse la boxe. Alors que c'était le premier sport que je voulais commencer à la base. Après, ils m'ont mis au judo, du coup. Quand mon frère, je l'ai vu faire, bah, j'ai fait pareil, tu vois. Bah, à la base, je voulais faire de l'anglaise, moi. Et franchement, avec le recul, je suis content de ne pas avoir fait l'anglaise dès le début. Parce que ça se trouve, là, je vous parlerai peut-être pas pareil. Ouais.
Mais ouais, non, mes enfants, je les ai inscrits, ça c'est sûr, parce que c'est clair que j'ai pas envie qu'ils prennent la même voie que moi. Franchement, on me demande souvent, tu veux que tes enfants ils soient combattants et tout. Franchement, non. Alors qu'ils combattent, qu'ils fassent de la compète et tout, oui, parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Mais pour moi, qu'ils en fassent un métier, franchement, je leur souhaite pas. Puis je vais tout faire aussi pour pas qu'ils aient besoin de faire ça, tu vois. Euh, Après, je veux qu'ils sachent se défendre, surtout ma fille. Dans le monde dans lequel on vit, je pense que le jiu-jitsu, pour moi, pour les filles, c'est le plus important, c'est le mieux. C'est clair. Mon fils, il fait aussi du judo. Mon fils, par contre, lui, il me fait un peu peur. Il tient son père ou Il y a pas? des airs de papa Puis, Qui ressort. il copie ce que je fais, et puis C'est trop chou. il est à fond. Il kiffe le judo, le jiu-jitsu, il kiffe la boxe. Là, il boxe bien, franchement. Hein. Il a même pas 6 ans. Tu lui fais de gauche, droite, crochet, ascenseur, tac, il bouge et tout. Il est à fond, tu vois. Et dernièrement, il dit devant sa mère, bah, je veux faire comme papa. J'ai dit, non. Non, dis pas ça. Surtout pas. Mais ouais, je les ai inscrits. Pour moi, c'est obligatoire. Ma fille, elle veut faire elle a fait de la gym. Après, elle s'est pété le poignet, mais là, je dois la réinscrire. Mais c'était la condition. Je dis, ok, je t'inscris à la gym, mais tu fais du jiu-jitsu. Ok. Et en fait, elle kiffe le jiu-jitsu maintenant. Ah oui, Elle après. kiffe vraiment. Tu vois, elle s'est mise dedans. Elle voit que, en fait, elle peut maîtriser des plus grands qu'elle, parce qu'elle fait des combats avec des gars qui sont plus grands. Enfin, des garçons qui sont plus grands, plus costauds. Elle les étrangle, les clés de bras. Puis elle kiffe, tu vois. Elle dit, ah ouais. Ça te rend fier quand tu. Ah ouais, quand tu je vois ça. suis trop fier. Je suis trop fier. Après, c'est dur des fois de me contenir parce que c'est un ami à moi qui les coach, qui est le prof, tu vois. Et puis moi, je viens quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour regarder. Puis quand ils combattent, tu sais, je coach, je suis obligé. Je suis obligé de coacher. Ouais, des formations professionnelles, là, c'est Et normal. mon pote, qui est un vrai frère, tu vois, il me dit. Et des fois, c'est difficile. Ouais, Des fois, bien sûr. donc, des fois, je mime, tu vois, il dit, prends le bras. Ouais, mais ouais, Ouais. c'était obligatoire. Ça, je te rejoins là-dessus parce que moi, j'ai fait du foot Mhm. et mon père, au bord du terrain, t'entendais que lui. Ouais, hein. Tu vois, moi, je sais que mon fils, Inch'Allah, il va faire du foot. Tu vois, je serai au bord du Attends, terrain. ça, toi. Le foot. Le foot. Et alors, j'ai un au foot et un, il va un peu plus sport de combat. Ça se voit déjà dans la carrière. C'est deux garçons. Deux garçons. On Ouais. a tous les deux garçons. Machallah. Et du coup, tu vois, là où je comprends le fait de, t'es là, t'as tes enfants. Non, prends comme ça, non. La jambe. Je vois tu vois, tous les parents, je pense, surtout nous, les pères, Mhm. on a cet instinct. On est obligé, on n'arrive pas à se retenir C'est directement. sûr. Puis ça me fait penser à mon père où il nous coachait. Donc l'entraîneur, il était d'un côté, lui, il était de l'autre. Et il n'était pas entraîneur, hein, mon père. Mhm. Prends le numéro 8, regarde, il est tout seul, tire-lui le maillot, machin. Et un jour, l'entraîneur, il a câblé. Ouais. Il a dit, écoute, il a dit, dis à ton père que c'est pas un entraîneur, tu vois. Et puis après, de ce jour-là, tu vois, mon père, il fait- venait plus. Ah ouais. Il est plus venu. Mais tu sais, moi, mon Mais on père, gagnait tous les matchs. Hein. Ouais. Et les conseils qu'il donnait, le pire, ouais, c'est que ils étaient bons. c'était des bons conseils. Le marquage, tu vois. Il disait pas des tirs parce qu'il tirait, vas-y, mais des bons, tu vois. Marquage, machin. Donc c'est pour ça que je dis, ça, je pense, même moi, quand les enfants ils vont grandir, c'est. Ben, mon père, il était C'est pas du tout comme ça, je crois. Mon père, déjà, il a été entraîneur de foot. Mais il a rarement été mon entraîneur parce qu'il voulait pas m'entraîner, je voulais pas que ça. Mais au bord du terrain, lui, quand il était entraîneur, c'est pareil, les parents comme ça, là, qui crient. Et il allait les voir. Ça roule. Laisse ton fils jouer. Ouais. T'as vu? Surtout quand t'es jeune, tu vois. Moi, je trouve que c'est important. Ben, par exemple, les miens, je vais la laisser. Le sport de combat, pour moi, c'est obligatoire parce que ça donne de la confiance. Et comme tu as dit, surtout les enfants dans le monde d'aujourd'hui où on vit, il y a besoin qu'ils sachent se défendre. C'est sûr. Ça, c'est une obligation. Mais par contre, si tu veux aller faire de la gymnastique rythmique, t'es un garçon, tu veux faire, je vais le laisser aller parce qu'en fait, c'est ce qu'il veut. Mais tu vois, tu as utilisé un mot qui est très juste. Ton père a utilisé un mot qui est très juste, c'est laisse-le jouer. Ouais, c'est ça. Parce qu'on joue au foot, Ouais, ouais. on joue au basket, On joue pas à la bagarre. mais on joue pas à la bagarre. Ça, c'est sûr. Après, le jiu-jitsu, ça reste différent, tu vois.
c'est un sport de préhension. Jiu-jitsu, judo, ça reste différent que mettre les gants de boxe. C'est clair. Tu vois, Ça fait- tu prends même les petits, tu vois, ils prennent des coups, même s'il y a le casque, il y a les protections. Ils prennent à petite échelle, mais ils prennent des coups. Ouais, Ah ouais. Donc ça reste. Jiu-jitsu, c'est le meilleur sport pour moi pour les ouais, gosses. c'est ça. Euh, On aimerait bien connaître la journée type de Michael Dubois. Ok. Alors, journée type, je me lève euh, tôt, 5h30, 6h. J'ai mon premier entraînement à 7h jusqu'à 8h. En général, c'est du sol, soit jiu-jitsu, soit grappling. Après, j'ai une pause d'1 heure. Après, de 9h à 11h, je suis avec l'équipe professionnelle, donc MMA, peu importe le programme, mais c'est ça tous les jours. Après, en général, entre midi et 2, donc je vais manger chez Enfin à Genève, qui est un de mes sponsors. Parfois, j'enchaîne avec un cours privé entre midi et 2, pas loin de la salle. Après-midi, prépa physique, 3 fois par semaine. Après, j'ai aussi d'autres entraînements que je fais. Voilà, dernièrement, c'était avec Damien Lapillus, d'ailleurs, qui prépare son combat pour le Brave, là. Et le soir, je donne des cours à Victorious Dojo à Mérin, là où on est. Cours de lutte à livrer, grappling et MMA. Et en général, donc je finis à 21h. Parfois, j'ai des cours le soir, des cours privés aussi. Mais je suis pas couché avant 22h30, 23h. Ok. Et je recommence. éternellement. J'ai même pas parlé de mes enfants. J'ai aussi de 4h à 6h mes enfants que je vais chercher à l'école en attendant que leur maman rentre du travail. J'ai mes enfants, bien sûr, assez souvent. Donc, je les ai quand ils n'ont pas école, les mercredis. Donc, à dormir le mardi. Le mercredi, ils sont avec moi. Activités, jujitsu, judo, etc. Et tous les week-ends, ils sont avec moi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui me prend, bien sûr, beaucoup de temps. J'ai des semaines bien remplies. On voit ça. Tu dois bien dormir le soir, toi. On dort bien. Avant de clôturer cette interview, dis-nous quel sportif tu aimerais voir ici à ta place dans l'envers du maillot. Sportif, Soit combattant, soit un autre sportif. Que soit t'en- combattant ou un combattant encore. En actif. activité, en retraité, qui est plus libre de parole. Nous, on accueille toute Bah, personne écoute, ici. il y a Volkan que j'ai vu hier, qui est pour moi un exemple pour tous les combattants suisses. Même en tant que personne, moi je pense que c'est. Après, je le connais pas personnellement. Je connais un de ses meilleurs amis, Ardian, qui m'en parlait en bien, et puis je peux le voir aussi, hein. Il y en a, ils peuvent pas mentir sur la caméra. Tu vois que c'est une bonne personne. Euh, Il y a Ange Loza, qui est actif encore aussi à l'UFC, avec qui j'ai combattu en amateur, qui est vraiment un bon gars, une bonne personne, un bon combattant, un exemple aussi pour les combattants suisses. On a Karl Amoussou, mon coach, qui est plus actif, mais qui a beaucoup de choses à raconter, qui a une vie pleine de rebondissements aussi, pleine de leçons de vie. Encore autour de moi, il y a Cataline Safta aussi, qui lui a aussi venu du foot. À la base, elle était pro ou semi-pro. Il est venu en Suisse pour ça, et puis après, il s'est mis au combat. Voilà, vous avez une Bonne liste, liste déjà. là. petite liste là. Ouais. Si vous voulez les contacts, vous me dites. Mais je pense que c'est une bonne liste pour une prochaine interview. Magnifique, La classe. impeccable. Magnifique. Je te laisse clôturer. Yes. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. On dit merci aux gens aussi qui nous regardent. Merci. Et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde. Luca.